Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Ah, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Je pense qu'il est temps qu'on arrête et qu'on siffle la fin de la récré et qu'on arrête de laisser tomber nos enfants sur le trottoir. Ça devient insupportable. Antoine est mort en bas de la maison. C'était une vraie scène d'attentat. Il y avait des voitures partout. Il était dans son sang, sous la couverture. Nous sommes en France, pays des droits de l'homme. Je crois qu'on n'a pas le droit de mourir comme ça en France. Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour, vous écoutez Les Engagés. Dans ce podcast, nous recevons chaque semaine une personnalité qui porte haut et fort, ou parfois plus discrètement, sa détermination à faire évoluer la société. Aujourd'hui, nous allons parler gastronomie, perte d'un enfant et combat. Je suis Aude Cérès, rédactrice en chef au Figaro, et j'ai le grand plaisir de recevoir le chef Yannick Aleno, titulaire de 15 étoiles au Guide Michelin, et fondateur de l'association Antoine Aleno, qui vient en aide aux familles de jeunes victimes d'automobilistes. Bonjour Yannick Aleno. Bonjour. Vous êtes né en 1968, dans une famille de bistrotiers, et la cuisine est très jeune votre vocation. Vous commencez à travailler à 15 ans dans un restaurant 2 étoiles. Et c'est chez Drouan que vous complétez votre formation. Puis à la tête des cuisines du Meurice, vous obtenez une 2e, puis une 3e étoile à tout juste 40 ans. Vous continuez inlassablement à réinventer votre cuisine au prix d'un travail acharné. Et puis c'est la reprise du pavillon Ledoyen en 2015, avec 3 restaurants qui totalisent désormais 6 étoiles. Le 8 mai 2022, votre vie et celle de votre famille basculent. Votre fils, Antoine Aleno, âgé de 24 ans, est percuté mortellement en plein Paris par un chauffard alcoolisé. Depuis, vous consacrez votre énergie et votre notoriété à prévenir les actes de violence routière contre les jeunes et à aider inlassablement les familles de jeunes victimes avec l'association Antoine Aleno. J'ai une première question, Yannick Aleno. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui et qu'est-ce qui vous donne la force de continuer ? Il me reste un autre fils déjà, qui vient d'être papa à son tour. Toute la famille, puis mes responsabilités. Aujourd'hui, on a plus de 2500 personnes dans le groupe. La majorité ont moins de 25 ans. Donc je reste debout pour eux en fait. Et j'ai décidé de mettre ma notoriété au service effectivement du combat de l'homicide routier. Alors la personne qui a tué Antoine, c'est simplement un voyou qui a volé une voiture très puissante, une Audi RS6, qui sont des véhicules généralement faits pour aller faire des méfaits après le vol, et qui, évidemment, a roulé à plus de 160 km/h dans les rues de Paris parce qu'il avait la BAC qui essayait de l'attraper. Il a fait l'irréparable, c'est-à-dire qu'il a tué mon fils. Il aurait pu en tuer 2 parce que ce soir-là, Antoine était sur son scooter avec sa sous-chef, ça aurait pu être 2 victimes. Ce gars-là est un lâche, il a fui son crime, il est reparti comme si de rien n'était, on va dire en courant, il s'est fait rattraper par un policier qui était là par hasard, en repos, donc il a réussi à l'interpeller. Voilà un peu les faits. Donc depuis, effectivement, je me suis engagé avec la famille, avec la maman d'Antoine, Isabelle, son frère, à venir en aide finalement à ceux qui restent, puisque c'est un phénomène dont on parle peu en France. Il y a combien de jeunes qui sont comme ça percutés mortellement ? Je vous invite à regarder l'Instagram de l'association Antoine Antoine Aleno. Tous les mois, on donne des chiffres, 56, 60, 68, tous les mois. Donc en gros, ce soir, on va éteindre la lumière de nos appartements et il en manquera 2 demain matin. C'est à peu près les chiffres quotidiens, c'est 2 pertes d'enfants de moins de 25 ans que la société laisse partir, que la société... on ne fait pas attention à ça, quoi. Ce sont des pertes colossales pour le pays, pour les familles évidemment, dans l'indifférence générale, parce que généralement un enfant qui part, ça fait 3 lignes dans la PQR, la presse quotidienne régionale. Donc ça, moi j'ai trouvé ça insupportable. Alors,
Évidemment, Antoine a reçu tous les honneurs de par son nom. 1500 personnes le jour de son enterrement. Des milliers de fleurs. Hein. C'était couvert de fleurs blanches partout. Et je pense que chaque enfant mérite autant d'égards. C'est pas parce que c'est Antoine, c'est pas parce que c'est un Aléno. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse très attention aux enfants qui partent, évidemment, et qu'on en parle. Et surtout qu'on fasse très attention à la fratrie, parce que c'est généralement cette génération qui commence leur petite vie. Antoine avait une amie ? Oui, il avait une amie. La société, finalement, aurait laissé cette fille sans assistance, vous voyez, entre autres, hein, et d'autres. Donc ça, moi, je trouve ça insupportable. Qu'est-ce que vous avez découvert comme violence au niveau hospitalier, administratif ? Antoine est mort en bas de la maison. C'était une vraie scène d'attentat. Il y avait des voitures partout. Il était dans son sang, sous la couverture. L'odeur du sang, l'odeur des voitures, tout ça. Là, c'est... Les enfants qui partent, c'est 5 à 6 fois le Bataclan par an en termes de masse, pour qu'on se rende compte. Et pas comme c'est des attentats individuels, on n'y fait pas attention. La première violence, elle a été celle-ci, de voir son enfant par terre. Deuxième violence, j'ai pris une ambulance. Quelques jours après, j'ai reçu la facture de l'ambulance qui m'a transporté du point d'impact à l'hôpital. Et puis après, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. J'étais à l'Hôtel Dieu, une pièce sans considération. Il n'y avait même pas une bouteille d'eau. Un fauteuil déglingué. L'autre violence, c'est... on vous dit votre enfant est à la morgue dans le 12e. Vous savez, quand vous arrivez à la gare de Lyon, il y a une espèce de bâtiment sur la gauche. Moi, je ne le savais pas avant, hein. C'est une morgue, c'est l'Institut médico-légal, comme ils appellent aujourd'hui. Donc, vous voyez votre enfant derrière une vitrine, vous n'avez même pas le droit de le toucher. Alors, il y avait une femme extraordinaire qui nous a accompagnés là, qui était d'une douceur infinie. Je ne sais pas si elle nous écoutera, mais je voudrais la remercier parce qu'elle a mis un mot sur ce que nous étions devenus. Elle nous a dit, vous êtes devenus des paranges. Et ce mot-là, il est vachement important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mot pour qualifier des parents qui ont perdu un enfant. Ce qui fait que quand vous avez l'occasion de vous retrouver en société, évidemment, la question arrive, est-ce que vous avez des enfants ? Vous devez à nouveau réexpliquer ce qui vous est arrivé. Et alors que quand on est veuf ou veuve orphelin, on dit ce mot-là, c'est terminé, les conversations passent à autre chose. Ça veut quand même bien dire que la société ne veut pas prendre en considération ce mal. Alors après, vous arrivez chez le notaire qui vous dit, écoutez, vous héritez votre enfant. C'est complètement contre nature. Ok, très bien, combien je vous dois ? L'État, voilà, vous devez... Moi, à l'époque, Antoine travaillait bien, il avait une bonne situation, donc je devais 5 000 € d'impôts que j'ai dû m'acquitter. Des impôts qu'il devait payer en fin d'année, quoi. Enfin, tout est comme ça, hein, tout est comme ça. Mais encore une fois, je trouve que nous étions dans l'histoire un peu avantagés par le nom. Mais on a vu des choses extraordinairement difficiles. On a dû intervenir pour aider une famille qui n'avait pas les moyens d'enterrer leur enfant convenablement. L'instruction n'était pas terminée, donc ce qui veut dire que les assurances ne se déclenchent pas quand l'instruction n'est pas terminée. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? On met l'enfant dans du sable, et puis, quand les assurances ont fini de rembourser, on déterre l'enfant et on va lui donner une sépulture convenable. Nous sommes en France, pays des droits de l'homme. Je crois qu'on n'a pas le droit de mourir comme ça en France. C'est pas bien qu'on ne prenne pas ce sujet, qu'on n'en fasse pas une priorité nationale. Je me bats depuis, parce que j'ai vu tout ça, et je me suis dit, je vais mettre ma notoriété au service de ça. Il ne faut pas qu'on laisse les enfants qui restent, les parents, évidemment, hein, non plus, mais surtout les enfants, parce que c'est d'autant plus l'avenir. Et eux, ils ont double peine, en fait. Parce que généralement, les parents restent évidemment prostrés dans une tristesse infinie, et oublient souvent de regarder les frères et les sœurs. Donc, les frères et les sœurs se débrouillent avec ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent. Dès que ça commence, c'est une chaîne sans fin de violence, qu'elle soit administrative, sociétale, de regard sur les choses. Et moi, je pense qu'il faut en parler. Je pense qu'il faut en parler et agir, que tout de suite, comme un attentat, il y ait une cellule de crise qui se mette en place. Il y ait une cellule de crise psychologique. Il y ait une cellule de crise administrative. Il faut aider aussi les forces de l'ordre. Moi, j'ai vu le pompier qui était sur Antoine. Il est venu me voir après parce que j'avais eu un client. C'est des jeunes qui peuvent qui annoncent à des familles qui. Alors le pompier, oui, il avait 25-26 ans. C'est un pompier qui commençait sa carrière. Et le pompier, ce soir-là, m'est fondu dans les bras en pleurant. Il me dit, je suis désolé, j'ai pas pu le ramener. Les flics qui vont annoncer le pire. Enfin, c'est pas facile et il faut que tout ça soit vraiment pris au sérieux parce que moi, j'ai posé la question à certains policiers. Je fais, vous faites comment ? Oh, on envoie les bleus. Nous, on l'a déjà fait 200 fois. C'est bon. Donc, une jeune fonctionnaire qui reçoit son arme n'est peut-être pas prête non plus à annoncer le pire à la famille.
Donc il faut, je crois, que toute cette chaîne de désastres soit reconsidérée par la société. C'est pour ça qu'on a fait ce travail avec l'association. On a fait beaucoup de choses. Il y en a encore beaucoup à faire et on va encore continuer à le faire. Antoine a été assassiné par ce chauffard. Or, ce délit n'existe pas dans la loi française, l'homicide routier. Vous êtes battu pour le faire inscrire dans la loi, ça a été voté au Sénat. Quand vous arrivez devant la juge d'instruction qui vous dit on va inculper la personne qui a tué votre enfant d'homicide involontaire. C'est-à-dire, je vais se dire qu'il n'a pas fait exprès. Violent. Oui, il n'a pas fait exprès. Mais attendez, quand un gars se comporte comme ça, qui vole une voiture avec violence, qui roule très vite pour fuir la police, enfin, on est loin du gars qui a pris du soleil dans l'œil quand même. C'est pas un accident. Ce gars-là, il savait les risques qu'il prenait en faisant ça. Il faut arrêter de déconner. Il ne faut pas nous la raconter. Ce sont des actes qui sont juste impardonnables. Quelqu'un qui consomme de la drogue, personne ne le force à se droguer. Quelqu'un qui consomme de l'alcool, au-delà des seuils tolérés en France, personne ne force à le faire. Je ne vois pas comment quelqu'un aujourd'hui dans la société française ne peut pas prendre en considération le fait qu'il peut mettre la vie d'autrui en danger. Donc à partir de ce principe-là, ce n'est plus un homicide involontaire, et c'est pour ça qu'on a voulu faire inscrire une infraction autonome d'homicide routier. Ce qui veut dire que la personne qui sera en face du juge, le juge dira « Écoutez, vous avez finalement tué quelqu'un parce que vous avez péché de responsabilité. Donc votre responsabilité est engagée. » Cette loi, elle a été adoptée en première lecture de façon transpartisane, c'est-à-dire que tous, de tous bords, ont validé le texte, porté par le député Pauget et Anne Bruguera. C'est passé au Sénat et le Sénat, lui, a des amendements, ce qui est logique. C'est très rare qu'un texte soit adopté comme ça, from scratch. Il était prévu qu'il retourne devant l'Assemblée nationale pour validation. Patatras, la dissolution. Mais je pense qu'il est temps rapidement de le faire passer. J'en appelle évidemment aux responsables politiques. On a rendez-vous avec le Premier ministre et le garde des Sceaux. Vous voyez, depuis que je parle de ça, j'ai des clients qui se sont retrouvés chez eux en Normandie. Évidemment, ils ont trop bu. Et puis, en fin de soirée, ils se sont tous rappelés des mots que j'ai utilisés à la télé ou à la radio ou dans les journaux. Et merci de me donner les paroles encore aujourd'hui. Ils se sont dit, en fait, nous, on n'est pas des criminels. Nous, on ne veut pas prendre la voiture ce soir parce qu'on sait qu'on a trop bu. Donc, nous allons prendre des taxis. Nous allons rentrer calmement à la maison. Et demain matin, nous récupérons les voitures. Donc, c'est ça aussi à quoi ça sert, toute cette communication, tout le travail que nous sommes en train de faire. C'est pour faire prendre conscience à des gens normaux que demain matin, ils pourront être considérés comme des assassins. Alors après, on traitera les autres. Mais dans un premier temps, je pense que le comportement national doit vraiment changer. On peut demain matin devenir un assassin parce que ce soir-là, on a trop fait la fête. Et ça, il faut que les gens l'entendent. Et je pense que demain aussi, dans les écoles de formation à la conduite, c'est pas la même chose de dire à un gamin, écoute, de toute façon, tu t'en fous. Si tu butes quelqu'un, c'est pas grave, quoi. C'est involontaire. Au pire, tu risques quoi? C'est pas le même message que de dire, oh là là, attention, quand tu vas tuer quelqu'un avec ta voiture, il va falloir t'en répondre très sévèrement. Et ensuite, donner l'occasion aussi aux juges d'avoir de quoi affiner leurs décisions en fonction de cas ou un autre. Voilà. Je crois qu'il faut déjà appliquer ce qu'il y a dans le code pénal, qui est déjà bien fourni, qui n'est jamais appliqué. Généralement, sauf cas extrême, les gens font 2 ans, et encore, quand ils vont en prison, c'est assez rare. J'ai l'occasion d'avoir eu un collègue avec qui je travaillais au Meurice à l'époque, qui avait perdu son fils, Rémi, il avait 16 ans. Il a pris un Pajero dans le dos à 120 km/h. Le gars était évidemment extrêmement alcoolisé. Ils l'ont attrapé parce qu'il est revenu chercher le pare-choc plein de sang pour réparer sa bagnole. Ce gars-là n'a même pas fait un jour de prison. Donc, ouais, je pense que là, lui aussi a agi, et je pense que ce monsieur a tué Rémi par homicide routier. Voilà, on ne peut pas dire que ce soit un accident. Je pense qu'il est temps qu'on arrête et qu'on siffle la fin de la récré et qu'on arrête de laisser tomber nos enfants sur le trottoir. Ça devient insupportable. Vous disiez au début de notre entretien, ce qui vous aide à tenir, c'est l'amour que vous recevez et votre métier. Antoine était chef également? Antoine était cuisinier, il suivait... Alors, son frère est dans l'événementiel. C'est marrant parce qu'il voulait reprendre la boîte. Derrière, Antoine disait, moi, je serai en cuisine et tu seras à la caisse, en parlant à son frère. C'était un chef plein d'avenir. D'ailleurs, Nicolas de Taverneau voulait lui faire une émission parce qu'il trouvait qu'il avait un charisme naturel impressionnant. Lui voulait incarner cette génération. C'est une nouvelle génération qui ne s'impose pas parce qu'ils sont le fils d'eux, mais qui s'imposent avec leurs idées
écologique, de responsabilité. C'est un garçon extrêmement responsable. Vous parliez des fratries dont il faut s'occuper et il y a ceux qui restent. Est-ce que l'association Antoine Aleno a une action pour ceux qui restent, toutes ces familles, ces fratries ? On a eu l'idée avec JR, l'artiste que tout le monde connaît, de créer une œuvre d'art et coller sur le pont de l'Alma 3500 portraits, ce qui représente à peu ou prou l'étendue des co-victimes, des gens qui sont touchés de près ou de loin, surtout de près d'ailleurs, à la perte d'un jeune moins de 25 ans, brutalement. Et on a eu l'idée de collecter des portraits. On a déjà presque 700 portraits de familles. Donc aujourd'hui, je voudrais lancer un appel. Si vous avez été victime d'un homicide routier ou de la perte d'un enfant, brutalement, contactez l'association Antoine Aleno sur alive@associationantoinealeno.fr pour participer avec nous à une œuvre collective. Alors, ça sera un lieu de mémoire. Je pense que ce sera un moment de recueillement. Mais surtout, ça sera un moment de sensibilisation de la société, parce qu'à la fin du week-end, on voudrait retirer ces portraits au Karcher, ce qui correspond certainement aussi à l'effacement de la mémoire de notre société. Le lendemain, on continue notre vie comme elle était, alors qu'il est arrivé le pire pour d'autres. Ce sera une œuvre assez touchante, évidemment, et donc si vous avez l'envie de venir nous voir, contactez-nous avec l'association Antoine Aleno et puis on vous expliquera comment faire une photo de vous. Alors, ce n'est pas des photos tristes, il y a plein de photos de sourires avec des souvenirs, des objets, des nounours, des choses qui vous sont chères, qui vous rapprochent de votre enfant. C'est aussi, à travers votre fils et toute cette jeune génération, des valeurs que vous voulez transmettre dans la formation. Comment est-ce que vous agissez pour transmettre, passer le relais ? J'ai reçu le trophée du chef mentor cette année par le guide Michelin, qui pour moi représente beaucoup. Représente beaucoup parce que je crois que j'ai formé plus de 100 chefs aujourd'hui qui sont tous à la tête de restaurants pluri-étoilés. Quand je reçois un gamin, je lui dis, écoute, si tu viens ici pour une autre raison que la tienne, je pense que tu feras fausse route. Tu viens chercher chez nous ce qui va te servir à te construire. Ensuite, on a essayé de faire plein d'évolutions. Moi, j'ai appris la cuisine en disant, écoute, tes emmerdes, tu les laisses en dehors du restaurant, je ne veux pas en entendre parler. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est plus possible. Un enfant qui arrive dans une cuisine, il a besoin de se sentir protégé, de se sentir écouté. Et donc, c'est parfois 2 générations qui nous séparent. On ne sait pas forcément les reparler. Ils ne savent pas forcément nous parler. Donc, on a une psychologue à demeure qui vient 2 fois par semaine pour leur parler. C'est un docteur, donc sous le sceau du secret. Mais quand même, elle leur donne peut-être des clés pour oser dire des choses qui les gênent. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à savoir ce qui se passe dans leur vie aussi. Il faut être très au fait de ça. Ensuite, on a mis un nouveau service en place, que j'entends dire partout à droite à gauche, oui, le gastro, c'est fini. Alors, il y en a plein qui aimeraient que ça soit terminé. Il y en a plein qui aimeraient que la grande cuisine cesse parce que, je sais pas quoi. Le restaurant gastronomique n'est pas fini, il a toujours été créatif et au service, finalement, des contemporains et de la vie. Parce que c'est quand même un endroit où on voit la vie. Et je me suis aperçu que le service d'avant, le service que nous faisions, n'était plus d'actualité. Auparavant, il y avait, vous réserviez votre table, vous prenez votre téléphone ou votre ordinateur, vous réservez 2 couverts, on vous demande votre carte bleue et puis la communication avec le client s'arrêtait là. Aujourd'hui, je prends rendez-vous avec les clients pour leur demander quelles sont leurs allergies. Parce que moi, parler de ces problèmes devant quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas forcément agréable. Si on invite quelqu'un et dit je suis allergique à tout, voilà. On peut parler d'argent quand on est ensemble, dans un lieu clos. Et j'ai eu le cas d'ailleurs d'un client qui m'a dit, écoutez, moi je démarre ma boîte, j'ai fait un closing et je voudrais le fêter avec mes clients. Mais en revanche, je pense que j'ai pas les moyens de venir chez vous. On a discuté de ça ensemble. On a trouvé évidemment le vin le moins cher de la carte et le meilleur. Et en plus, on l'a valorisé en disant, mais non, c'est du vin que je voulais pas sortir de ma cave et vous me l'avez demandé, donc je vous le sers ce soir. Tous ces petits détails qui font que la personnalisation du service est là. Ce qui donne aussi l'occasion au service et à la cuisine de plus communiquer. Donc, ils travaillent ensemble et ça stimule la créativité, ça stimule la conversation, ça stimule le calme. Dans le temps, on appelait ça un coup de feu. C'est pas pour rien. Il y avait beaucoup de stress. Quand vous avez 45 clients qui arrivent le vendredi soir, tous à la même heure, qui ont faim. Moi, je sais pas comment vous êtes quand vous avez faim, mais il y a beaucoup de gens qui sont très agressifs quand ils ont faim. Le maître d'hôtel prend toute cette énergie et la restitue ensuite en cuisine. Et malheureusement, un jour, ça peut péter. Voilà.
Et c'est ce qu'il faut absolument écarter de nos cuisines aujourd'hui. C'est ces moments particuliers qui font que parfois on regrette certains gestes. Donc ça a été pour moi une solution pour détendre tout le monde. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de tension, hein. Il y a une tension mais qui est au service de la qualité. D'ailleurs, Fanny Perrault, notre directrice de salle, a reçu le prix de la maître d'hôtel de l'année grâce à ce service. Donc ça a beaucoup de bénéfices. Ça répond aussi à des besoins écologiques et financiers d'un restaurant. Le vendredi, dans le temps, on commandait 15 kilos de langoustine parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait vendre. Aujourd'hui, on sait ce qu'on a vendu parce qu'on a parlé aux clients avant. S'ils veulent langoustine, on leur a commandé pour lui. Alors, on a toujours une petite langoustine d'avance au cas où il y en a une qui ne soit pas jolie, mais on a réduit fortement les dépenses alimentaires, donc forcément réduit les commandes et forcément eu une action sur l'écologie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai appelé le restaurant carré, c'est un restaurant conscient de ses environnements. Pas simplement l'environnement planétaire ou climatique, les environnements pluriels. Dans quel environnement on vit, la difficulté des jeunes, le transport des jeunes, etc. etc. Donc on arrive aujourd'hui à avoir une vraie lecture de ce qu'une entreprise de restauration moderne doit avoir. Merci beaucoup Yannick Aleno. J'ai une dernière question traditionnelle des engagés. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? J'inviterais Paul Watson parce que je trouve aujourd'hui hallucinant qu'on enferme quelqu'un qui essaye de sauver des animaux. Merci beaucoup Yannick Aleno. Je rappelle que vous êtes chef, bien sûr, et président de l'association Antoine Aleno. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Cérès, rédactrice en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. À bientôt. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.